Aujourd'hui les amis, on refait un concept, ça fait un bail que j'en ai pas fait, qui est tout simplement le concept des threads d'horreur. Je vous ai concocté 6 histoires très différentes, vous allez voir qu'il y a des mécaniques assez différentes, et du coup ça en fait des histoires à chaque fois très originales. Je sais de toute façon que vous allez tous appuyer très vite sur le bouton pour que je ferme ma gueule et pour voir la vidéo. Du coup j'en dis pas plus et on passe directement à la première histoire. Notre première histoire nous est racontée par Lucas, qui nous explique que l'histoire qu'il a vécue est tout simplement l'expérience la plus terrifiante de sa vie, mais aussi le truc le plus fou que les gens autour de lui ont entendu quand il la raconte. Genre vraiment, dès la première histoire, c'est du très haut niveau. Il nous explique que tout a commencé lorsqu'il décide de déménager de chez ses parents. Lucas, il était dans la fin de sa vingtaine et il avait définitivement envie d'un autre endroit, quelque part rien que pour lui, et c'est en faisant ses recherches qu'il tombe sur une visite ouverte au public à 1 heure de chez lui. En gros, une visite ouverte au public, c'est un petit peu comme à Paris quand tu veux louer ton appartement, c'est genre une grosse porte ouverte et il y a tous les gens intéressés qui peuvent venir y faire un tour, sauf que dans ce cas-là, c'est pas à louer, mais c'est une maison à acheter. Sur la route, Lucas, il nous dit qu'il croise plusieurs animaux et il nous dit aussi que c'est un petit peu la campagne et que c'est un gros changement pour lui parce que c'est de base un gars de la ville. En arrivant dans la maison, son premier réflexe c'est de dire que c'est super propre. En effet, le gazon il est bien tondu et la maison elle est vraiment en super état. Lucas il va donc avec le sourire. Il va très vite rencontrer un couple de personnes âgées qui l'attendent sur le pas de la porte et qui l'invitent rapidement à entrer pour visiter la maison et immédiatement Lucas il est conquis. Il nous dit que pour la forme il va visiter tout le reste de la maison et qu'il va poser quelques questions, mais au vu de comment la maison est propre et dans un état impeccable, pour lui c'était déjà une affaire conclue depuis longtemps. Une fois que le tour de la maison a été effectué, Lucas il nous dit qu'il est sous le charme et c'est adjugé vendu. Bravo Lucas, t'es l'heureux propriétaire de ta première maison. Un petit détail qui néanmoins aura son importance, le couple qui lui a vendu la maison a fait une petite prière avant de partir et semblait étrangement soulagé de s'en aller. Mais Lucas il a mis ça sur le compte de leur âge, puisque une maison à gérer quand t'es une personne âgée ça peut vite devenir assez compliqué et du coup il en pense pas forcément plus. Quelques jours plus tard, Lucas il emménage dans sa nouvelle maison et il y fait par la même occasion la connaissance de son nouveau voisin. C'est un homme dans la quarantaine qui l'attendait dans son jardin pour lui dire bonjour. Le mec se présente rapidement et il dit qu'il s'appelle Sébastien et il lui propose directement son aide pour l'aider à emménager. Lucas il refuse poliment, mais Sébastien il insiste lourdement en lui disant que c'est pas normal de le laisser gérer ça tout seul alors qu'ils sont voisins. Et Lucas qui est un petit peu gêné de le faire rentrer à la maison, sachant qu'il le connaît que depuis 2 minutes, je précise quand même, il se dit que c'est juste quelqu'un qui est très à l'aise socialement et qu'il ne lui veut aucun mal. Bonne nouvelle tout de même pour Lucas, puisque avant la fin de la nuit, il arrive à emménager toutes ses affaires dans sa maison, et étant donné que Sébastien l'avait aidé, il lui propose naturellement de rester fêter l'aménagement avec ses cousins et sa famille qui était venue pour l'occasion. Et il nous dit que Sébastien s'avère être une personne très drôle. Lucas, il s'en veut même un petit peu de l'avoir mal jugé au début, parce qu'il s'avère que c'est une personne vachement fun en fait. Vers environ 11h du soir, la famille de Lucas elle va s'en aller et elle va le laisser seul avec Sébastien qui finissait sa bière. Pour que vous compreniez bien la suite de l'histoire, il faut visualiser le salon de Lucas. En fait, les anciens propriétaires, ils lui avaient laissé un tableau de la Mona Lisa et c'est devant ce tableau que Sébastien reste sans rien dire depuis maintenant plusieurs minutes. Lucas nous explique que le mec est absolument absorbé par le tableau et histoire de détendre un petit peu l'atmosphère, il lui demande simplement est-ce que toi aussi t'es un grand fan d'art? Ce à quoi Sébastien va simplement répondre oui, je trouve que la Mona Lisa elle est absolument magnifique. Sauf que c'est pas la seule chose que Sébastien va lui apprendre. En effet, il explique à Lucas que c'est lui-même en fait qui avait fait la peinture et qu'il l'avait offerte aux anciens propriétaires en leur demandant de ne jamais déplacer le tableau, ce qu'ils ont effectivement fait. Et comme si c'était pas suffisant, Sébastien a une autre nouvelle à lui apprendre. Il lui explique qu'avant les anciens propriétaires, c'est lui qui habitait dans cette maison et que c'est même lui qui leur avait vendu à l'époque. Évidemment là Lucas il a qu'une seule question à lui poser et je pense qu'on a tous la même question à lui poser d'ailleurs. Pourquoi déménager pour se retrouver littéralement juste à côté de la maison où t'habitais? C'est effectivement une question qui se pose et il va lui demander, ce à quoi Sébastien va lui apprendre une autre chose assez intéressante. En effet, il y a plusieurs années, la fille de Sébastien s'est enfuie. Et forcé de constater qu'elle n'est jamais revenue, il a décidé d'acheter une maison plus petite mais dans le même quartier parce qu'il voulait vraiment rester au même endroit au cas où sa fille reviendrait un jour à la maison. C'est une histoire qui le bouleverse énormément et il sait plus trop où se mettre à ce moment-là. Et d'ailleurs il s'en veut même beaucoup d'avoir posé la question. Sébastien lui dit aussi que la maison pourrait être hantée par un esprit, donc s'il entend des bruits c'est tout à fait normal. Puis il décide qu'il en a assez dit et il se taille. Alors comment vous expliquer que là Lucas il est en train de se faire un petit peu dessus, surtout que c'est que son premier jour dans le quartier, et histoire de se remettre de ses émotions,
il décide d'aller au lit. Les prochaines semaines, Lucas il va être confronté à un problème qu'on a tous déjà à mon avis eu au moins une fois, et ça c'est surtout quand on vit seul, c'est que pendant un certain temps, c'est un petit peu compliqué avec les bruits de la maison parce qu'on n'est pas habitué, et donc on devient un petit peu paranoïaque. L'histoire de la fille du voisin qui a disparu, plus le fait que sa maison serait potentiellement hantée, lui fait quand même passer des nuits assez désagréables, et Lucas nous avoue qu'il sursaute assez rapidement au moindre bruit. Autrement dit, c'est un emménagement qui se passe pas si bien que ça. Sa paranoïa, elle va tellement loin que même ses collègues de travail, ils commencent à remarquer que Lucas, il va pas forcément très bien, et que chaque jour qui passe, il a l'air de plus en plus fatigué. Malgré son manque de sommeil, il y a un autre détail qui va encore plus le préoccuper, c'est que depuis son emménagement, Lucas, il a pas vu Sébastien. Et ça fait plusieurs semaines. Une nuit, alors que ses cauchemars continuent et que des bruits étranges retentissent encore dans toute sa maison, Lucas il en a un petit peu ras-le-bol et il décide de prendre son courage à deux mains et d'essayer de trouver l'origine du bruit. Il remarque aussi que les bruits qu'il entend ne sont pas ceux de d'habitude. Tout simplement parce que Lucas, contrairement à d'habitude, il entend une voix d'homme qui murmure dans son salon. Lucas tente tant bien que mal de faire un minimum de bruit et en arrivant dans son salon, c'est la grosse douche froide. En fait, Lucas, il avait vu juste. Il y a effectivement quelqu'un qui s'est introduit chez lui et il reconnaît direct la personne, parce que c'est Sébastien. Et vous allez voir qu'il est en train de faire un truc très bizarre. En fait, Lucas nous dit qu'il est devant la peinture de Mona Lisa et qu'il semble lui chuchoter à la peinture. Lucas il nous dit qu'évidemment il est tellement en stress qu'il hésite même à appeler la police, parce qu'il se dit que si le mec est capable de rentrer chez lui en pleine nuit, il est peut-être aussi capable de faire d'autres choses. Et du coup, quand cette pensée lui passe par la tête, il préfère rester dans la cage d'escalier où il ne peut pas être vu par Sébastien et attendre que le mec s'en aille. Sauf que gros problème, Lucas il est à côté, donc il entend très clairement ce que Sébastien dit. Et c'est pas bon du tout. Je sais que t'es dans un meilleur endroit à présent. T'es la meilleure petite fille du monde. Papa t'aime fort pour toujours. J'espère que tu pourras me pardonner ce que j'ai fait. Serait-ce possible que... Non. Fort heureusement pour Lucas, le mec va finir son monologue et il va partir comme si de rien n'était. Mais là du coup il y a un autre détail qui lui glace le sang, c'est qu'en partant, Sébastien il a fermé la porte, à clé. Ça veut dire que depuis tout ce temps, Sébastien il a la clé pour rentrer chez Lucas. Dès que Lucas il se retrouve à nouveau seul, il décide d'appeler la police et assez intrigué par ce qu'il vient de voir, il décide d'aller devant le tableau et de l'enlever. Et là on a un nouveau problème. Lucas nous explique que le mur il est pas pareil que dans le reste du salon. Il y a une espèce de cercle qui semble avoir été rafistolé avant que le reste du salon soit rénové. Lorsque la police arrive, Lucas leur explique qu'il a trouvé quelque chose de bizarre derrière le tableau et finalement on décide d'y faire un trou pour voir ce qu'il y a de l'autre côté. Et de l'autre côté, il y a un cadavre de petite fille. En fait, il s'avère que Sébastien a effectivement perdu sa fille, sauf qu'il l'a pas perdu de la manière qu'on croyait. En fait, dans le mur, ce qu'on a retrouvé, c'est la petite fille disparue. La fille de Sébastien. On imagine que Sébastien il a très probablement tué et emmuré sa fille durant le déménagement et les bruits que Lucas il entendait le soir, c'était pas du tout son imagination ou des trucs un peu paranormaux, c'est parce qu'il y avait vraiment quelqu'un dans sa maison qui avait accès parce qu'il avait les clés, et cette personne c'était ni plus ni moins que Sébastien. Lucas il nous dit que finalement il va déménager, qu'il a réussi à s'en remettre petit à petit, néanmoins ça restera une des histoires qu'il a le plus marqué, ce qui est tout à fait normal hein. Et les amis, on va passer à la deuxième histoire. Sauf que pour comprendre cette deuxième histoire, faut que je vous parle absolument d'un truc, qui aura du coup un gros lien avec les histoires qui vont suivre. Et cette chose c'est que cette vidéo est réalisée en collaboration avec Ring, mais restez jusqu'à la fin de la sponsor, parce que comme je vous l'ai dit, je vais vraiment vous donner des infos qui sont ultra nécessaires pour comprendre certains threads. Et aussi parce que j'ai un truc de fou à vous dire à la fin. Donc restez, il y a une petite surprise. Voici la Amazon Ring 2e génération, une caméra de surveillance qui te permet de filmer ton espace de vie super facilement, directement depuis l'application sur ton téléphone, et ça marche que ce soit Android ou Apple, et qui possède de nombreuses fonctionnalités. Fonctionnalités qui auront leur importance dans nos histoires. Pour l'utiliser, rien de plus simple, il suffit de la brancher en USB à ta télé ou avec le bloc chargeur fourni dans la boîte, de la connecter à ton smartphone ainsi qu'à ton Wi-Fi, et c'est déjà fini. J'en entends déjà me dire qu'au niveau vie privée, ça peut leur faire peur. Regardez, je me touche l'oreille, je l'entends. Et c'est d'ailleurs le problème, hein. J'entends des voix, je sais pas d'où ça vient, c'est catastrophique. Il suffit de mettre ce petit cache devant la caméra et Ring désactivera non seulement la vidéo, mais aussi le son. Tu as la possibilité de voir directement en streaming ce qui se passe chez toi depuis ton téléphone, et retenez bien cette information, elle sera importante dans la suite de la vidéo. Mais vous avez aussi la possibilité de parler et d'entendre depuis Ring. Et les amis, j'ai une petite surprise avant de reprendre la vidéo. Ring a décidé de lancer une énorme chasse aux fantômes et nous allons tenter de trouver la maison la plus hantée de France. Et vous allez pouvoir y participer. En effet, Ring est capable de détecter et capturer des phénomènes paranormaux, et tous ceux qui soupçonnent que leur maison ou la maison d'un proche soit hantée ou qu'il s'y passe des choses un peu folles, mais que vous n'êtes pas capable d'expliquer, envoyez vos histoires en quelques lignes sur mon Insta, dans le mail qui se trouve dans la description, ou partagez même directement sur les réseaux avec le hashtag Ring Horror Story si vous
vous avez déjà des preuves qu'il se passe des choses étranges, et on sélectionnera ceux qui ont les trucs les plus ouf ou les plus flippants, et on va vous envoyer des caméras pour que vous puissiez filmer tout ça. Il faudra bien sûr publier vos phénomènes s'il y en a sur les réseaux, et mettez bien le hashtag Ring Horror Story pour qu'on puisse les retrouver et qu'on puisse élire celui ou celle qui a la maison la plus hantée de France. Et en plus de ça, on lui enverra jusqu'à 5000 € de cadeau Ring. Merci encore une fois à Ring d'avoir sponsorisé la vidéo, et retour aux histoires. Les amis, la prochaine histoire se déroule aux États-Unis. Donc on sait déjà que ça va être le gros bordel. Et elle nous est racontée par Jack. Déjà, il commence en nous expliquant qu'il adore troller sur internet, et si j'arrive à te retrouver et te mettre la main dessus là dans les commentaires de mes vidéos, toi, il nous dit qu'il rentre très facilement en débat et qu'il se comporte un petit peu comme une merde parfois, sous prétexte qu'il n'est pas directement identifiable. Et il nous dit aussi qu'avec le temps, ça a sûrement dû lui donner un mauvais karma, si mauvais qu'en fait il s'apprête à vivre un véritable enfer. Et le pire, c'est que tout ça a été filmé, ce qui est quand même assez rare pour un thread, je le précise. Tout commence lorsque Jack sort prendre son courrier en se réveillant. Il est environ 16h, oui, Jack est au chômage, et lorsqu'il va chercher son courrier, Jack y voit un jeune en vélo passer dans sa rue. Comme à son habitude, il peut pas s'empêcher de lui faire une réflexion, et il lui dit « Eh, pourquoi tu fais la gueule? C'est normal qu'avec un vélo pareil, elles te veulent pas, les filles. » Et bien sûr, il commence à rire de sa blague. J'espère vraiment qu'il va t'arriver des bricolements, Jack. Le mec à vélo s'arrête, le regarde, et lui dit « Tu ferais mieux d'ouvrir l'œil cette nuit. » Tout ça en le fixant avec un regard de psychopathe. Sur le moment, Jack ça le fait encore plus marrer, mais l'autre personne ne dit absolument rien. Elle continue à le fixer sans bouger, puis elle s'en va. Jack y retourne chez lui, fier de sa blague de daron, et il finit sa journée comme d'habitude vers environ 2-3 heures du matin. En gros, ça veut dire qu'il va rien glander. Et Jack nous explique que sa maison, elle est blindée de caméras Ring, qu'il a disposées de façon à ce qu'on puisse voir l'extérieur de sa maison, son jardin et son garage. Et vous allez voir que ces caméras, elles vont capturer quelque chose de très étonnant, qui est encore une fois très important dans le thread. Le lendemain matin, Jack il se réveille avec un sentiment assez étrange. Il nous dit que c'est comme si s'était produit quelque chose durant la nuit, quelque chose de pas du tout normal. Il décide donc de faire le tour de sa maison, de son jardin, de son garage, et là, y a rien. Tout est en place, il n'y a rien qui semble avoir bougé durant la nuit, bref, il n'y a absolument rien qui a changé. Un petit peu parano et trouvant qu'il a quand même ce sentiment assez bizarre qu'il n'arrive pas à expliquer, Jack il va sur son application Ring, et c'est pour ça du coup qu'il fallait écouter la sponsor, et décide d'utiliser la fonction qui permet de regarder les footages enregistrés lorsque la caméra détecte du mouvement. Autrement dit, à chaque fois qu'un truc bouge ou qu'elle le détecte, elle commence à enregistrer. Et figurez-vous que Jack avait vu juste. Il y a effectivement quelque chose qui s'est passé hier soir. En fait, la nuit dernière, il y a un individu déguisé qui est venu devant chez lui avec un couteau de cuisine à la main et qui a essayé d'ouvrir sa porte d'entrée. Heureusement, Jack nous dit qu'elle était fermée, mais ça s'arrête pas là. En fait, le mec va commencer à faire le tour de sa maison et étant donné que Jack il a un max de caméras de surveillance, il a pu filmer le mec regarder par toutes les fenêtres et gratter son couteau sur la façade de sa maison. Et bien évidemment, quand il fait le tour de sa maison, il essaie de rentrer par tous les moyens possibles en checkant bien sûr la porte de derrière et son garage. Jack il nous dit qu'il a eu beaucoup de chance parce qu'il s'assure systématiquement de verrouiller toutes ses portes et que malgré ses caméras et son alarme, sa maison n'est vraiment pas très grande et qu'en fait, s'il avait laissé ne serait-ce qu'une fenêtre déverrouillée, le mec aurait clairement eu le temps de venir lui trancher la gorge. Jack il nous dit qu'à l'époque où il a vécu cette expérience traumatisante, c'était une époque que vous connaissez peut-être, qui est la fameuse époque des clowns tueurs. À savoir d'ailleurs que, petite anecdote, l'une des vidéos la plus vue de ma chaîne à l'époque, c'est-à-dire quand j'avais 13 ans que j'ai commencé les vidéos, c'était une vidéo clown tueur qui a fait 300 000 vues. Qui fait encore aujourd'hui l'une des vidéos les plus vues de ma chaîne, qui bien sûr pas disponible pour des raisons évidentes de voix qui a mué. Et du coup Jack lui il pense que le jeune à qui il a fait la blague de mauvais goût plus tôt dans la journée, en fait le gars était tellement matrixé par les vidéos de clown tueur que c'est lui qui aurait peut-être tenté de passer à l'acte en se déguisant. En tout cas Jack il nous dit qu'il a clairement retenu la leçon et qu'il s'est vachement calmé au niveau des trolls sur internet, mais aussi dans la vraie vie, il fait quand même beaucoup plus attention à ce qu'il dit aux gens. Il nous dit aussi qu'il a passé plusieurs nuits blanches à regarder le streaming de ses caméras pour être vraiment sûr que l'homme ne reviendrait pas, mais jusqu'à maintenant, il n'est pas revenu. On lui cède bien sûr beaucoup de courage et qu'il arrête de faire chier dans les commentaires. Les amis, notre prochaine histoire, elle nous est racontée par Jérémy, qui nous met tout de suite dans le bain et qui nous explique que son histoire n'est absolument pas pour les fragiles. Ok, t'es pas obligé de le dire comme ça. Mais pour le coup, il nous prévient quand même que ce qui va se passer le hante encore aujourd'hui et que c'est assez hard à certains moments. Donc en gros, faites attention, je sais pas à quoi mais faites attention. Jérémy il nous dit qu'il vivait aux États-Unis au moment des faits et qu'il était plus précisément en med school. Autrement dit, il était dans une école de médecine dans un cursus mortuaire, la joie. Il nous dit donc qu'il étudiait pour devenir médecin légiste, c'est-à-dire les gens qui charcutent ton corps pour vérifier les causes du décès. Bon, il y a aussi plein d'autres choses, hein, mais voilà,
Je m'y connais pas trop, j'y peux rien. Il nous dit qu'il passe les majeures parties de sa journée à faire ce qu'il aime, c'est-à-dire travailler sur des corps, mais qu'il a aussi une partie vraiment désagréable qu'il déteste faire, c'est qu'en fin de journée, il doit nettoyer toute la salle et ranger tout correctement parce qu'il y a absolument personne pour l'entretien du local. Il nous dit que le nettoyage est assez simple et qui consiste en fait juste à récupérer les morceaux de corps qui ne peuvent pas être recousus et de les brûler dans un incinérateur. Il nous dit aussi qu'il a tellement l'habitude de voir des trucs assez glauques qu'en fait pour lui c'est juste devenu la routine et que ça ne lui fait plus rien de voir des bouts de chair humaine. Un autre détail qui est aussi assez important, c'est que durant ses années de médecine, il a eu l'occasion de voir des yeux de patients s'ouvrir ou même se fermer tout seul. Il nous dit aussi qu'un truc assez récurrent, c'est des mains qui bougent ou encore des pieds qui commencent à trembler. Il nous dit qu'il y a absolument rien de surnaturel ou quoi, et c'est pas du tout une preuve que la personne est encore vivante, c'est simplement des spasmes. Et à présent, vous avez toutes les infos pour comprendre l'histoire. Il nous dit que tout commence un jour où il travaillait sur le corps d'un homme qui venait de décéder d'un cancer. À tous ceux qui adorent quand je rote en vidéo. Lorsqu'il entend des pas se rapprocher de la salle d'opération. Lorsqu'il se retourne, il fait la rencontre d'un homme qui devait avoir à peu près son âge et qui se tient debout devant lui avec une serpillière et un bac d'eau. Après moi j'ai pas le bac mais clairement j'ai jamais entendu parler du bac d'eau, je sais pas c'est quelle filière exactement. On va reprendre l'histoire. L'homme dit s'appeler Jonathan et il explique qu'il était embauché par l'école pour s'occuper du nettoyage de la salle. Corvée que Jérémy détestait et donc pour lui c'est plutôt une bonne nouvelle en fait. L'organisation va donc changer le jour même. Jérémy doit simplement nettoyer ses outils, ranger les corps dans le frigo et Jonathan s'occupera de tout faire propre derrière lui et aura aussi la responsabilité de fermer la salle à clé une fois qu'il aura fini. Jérémy nous dit que immédiatement, il apprécie Jonathan. En effet, le lendemain, Jérémy nous dit qu'il s'attend à être seul une bonne partie de la journée, mais en arrivant sur les lieux, il voit Jonathan qui est déjà à son poste en train de nettoyer et de préparer les affaires de Jérémy. Donc en fait, John, c'est vraiment un bon gars. Et ouais, je dis John, j'ai pas le temps. En plus de ça, Jérémy nous explique que Jonathan, il est assez discret. Il ne lui parle quasiment pas, et franchement, s'il n'y avait pas les bruits de serpillière qui lavaient le sol, Jérémy, il ne saurait même pas qu'il y a quelqu'un d'autre avec lui dans la salle. Un jour, le directeur de l'école, qui est en quelque sorte le patron, il vient voir Jérémy et lui explique un truc pas trop cool. En fait, il y a un de ses meilleurs amis qui vient tout juste de perdre sa fille et c'est Jérémy qui va devoir s'occuper de son corps. Il lui demande donc d'être encore plus précautionneux que d'habitude et de s'appliquer au max lorsqu'il va la recoudre pour qu'elle soit la plus présentable possible. Jérémy, ne sachant pas forcément à quoi s'attendre, il va demander à son patron quelles sont les causes du décès, ce qui lui permettra déjà d'imaginer un petit peu l'état du corps et aussi de savoir à peu près le travail qu'il aura à faire. Ce à quoi son patron lui dit qu'il s'agit en fait d'un Vous savez que je peux pas dire de toute façon. Par pendaison. Et Jérémy, il a tout de suite commencé à sourire parce qu'il sait que ce genre de mort ne détruit pas du tout l'aspect esthétique de la personne et sera donc beaucoup plus facile à présenter une fois l'opération terminée. Son patron lui fait tout de même remarquer un détail. Il lui explique que lors de la pendaison, sa langue, elle est sortie de manière assez disproportionnée. Il faudra donc faire en sorte de lui remettre dans la bouche pour que ce soit un peu plus présentable. Peu de temps après, la jeune fille arrive dans la salle et Jérémy y commence à lire son dossier. La personne en question s'appelle Kelly et elle avait tout juste 17 ans lorsqu'elle s'est enlevée la vie, ce qui est vraiment pas un âge où tu devrais mourir. Lorsque Jérémy y voit le visage de Kelly, il nous dit tout de suite qu'il est assez choqué parce qu'en fait le visuel, c'est vraiment comme dans un film d'horreur. Elle a la langue qui pend, elle a les yeux grands ouverts et franchement ça le fait un peu flipper sur le coup. En fait il nous dit que c'est tellement inhabituel qu'il décide même de prendre une pause pour aller boire un coup puis vraiment pouvoir se remettre au travail et lorsqu'il revient, il a une grosse sueur froide. La tête de Kelly, elle est maintenant sur le côté et elle semble le regarder. Jérémy il sait que des mouvements sont possibles après la mort, mais c'est la première fois qu'il y a un truc aussi flippant qui lui arrive. Comme je vous l'ai dit, d'habitude c'est les pieds, les mains ou les yeux qui peuvent bouger, mais pas la tête au complet. Finalement, il reprend ses esprits et va commencer par remettre sa langue en place, puis il va refermer sa bouche ainsi que ses yeux avec de la colle. Vous en faites pas, c'est apparemment un truc qui se fait et c'est surtout pour éviter que l'aspect esthétique soit trop bizarre. Ça permet de présenter la personne comme si elle dormait. Après quelques heures de travail, Jérémy y range le corps de Kelly au frigo, il dit au revoir à John et il s'en va chez lui. Il nous raconte que sa soirée elle va être assez bizarre et qu'il va vite se rendre compte que le cas de Kelly l'a quand même un petit peu chamboulé. Il nous dit même qu'il va aller jusqu'à en faire des cauchemars, chose qui ne lui était encore jamais arrivée auparavant. Le lendemain matin, Jérémy, quand il arrive au travail, il va faire une découverte qui va lui foutre un sacré coup de pression. Lorsqu'il sort le corps de Kelly, il remarque que sa langue est dehors et que ses yeux sont grands ouverts. Jérémy nous dit qu'il a du mal à comprendre parce qu'il avait mis de la colle pour éviter justement ce genre de désagrément et il remarque aussi qu'il y a des traces sur sa main gauche qui ressemblent à 3 bleus.
comme si quelqu'un l'avait mordu ou l'avait tenu très fort par la main. Évidemment, ces traces, il est persuadé que Kelly ne les avait pas lorsqu'il a reçu son corps la veille, et donc il trouve ça assez bizarre. Du coup, il va devoir remettre de nouveau sa langue à l'intérieur, recoller sa bouche et lui refermer les yeux, et va la remettre au frigo. Mais il sait pas pourquoi, il a l'impression qu'il y a un truc qui cloche avec ce corps. Il décide donc d'installer une caméra Ring dans le labo, et surtout, il décide de n'informer personne et de laisser le truc tourner un peu caché toute la nuit. Le lendemain matin, Jérémy récupère les footages sur son ordinateur et autant vous dire que ce qu'il découvre, c'est juste terrifiant. Les premières heures de la nuit, il n'y a rien qui va se passer, jusqu'à ce que Jérémy il remarque qu'un homme entre dans le labo. Et cet homme, c'est John. John, il va enlever la couverture qui cachait le corps de Kelly et il va commencer à lui lécher le visage et tout le corps. Il va ensuite lui faire des choses que je peux pas forcément vous dire, mais qui sont clairement pas normales à faire sur un corps décédé quoi. Vous avez très bien compris de quoi je parle. Jérémy comprend que le fait que la langue de Kelly soit dehors et que ses yeux soient ouverts, c'est juste que John, il les avait décollés et que ces bleus sur sa main sont dus au fait qu'il lui a serré la main très fort lorsqu'il lui faisait des trucs assez horribles et c'est ce qui lui a laissé des traces sur la main gauche. Malheureusement, on n'en sait pas plus, on sait pas ce qui est arrivé à John après, mais Jérémy nous dit qu'il a évidemment fait visionner les images à son patron et qu'apparemment John s'est fait virer. En tout cas, on lui cède de découper encore plein de gens en toute légalité, hein, bien sûr, et qui réussissent à s'en remettre de cette histoire qui est assez ignoble. Et je pense que parmi tous les trucs gore qu'il a vus, le fait d'avoir regardé une vidéo de John faire ça à un cadavre, ça va être le truc qui l'a le plus choqué ever. Les amis, la prochaine histoire, je vais vous la raconter sous forme de thread d'horreur. Mais en réalité, il s'agit pas d'un thread d'horreur. C'est une histoire vraie sur laquelle je suis tombé et je la trouve tellement dérangeante que je me devais de vous la raconter. Et en plus, à la fin, vous aurez même la tête des vraies personnes qui ont vécu l'histoire. Tout commence une nuit d'Halloween à Pasadena en Californie. Et cette nuit-là, Timothée, un garçon de 8 ans, est sorti pour trick or treat avec sa sœur en fait. Du coup, il est avec sa sœur, il est avec deux de ses amis, son père, Ronald, ainsi que des parents de ses potes qui sont venus pour superviser tout ça. La soirée se passe plutôt bien, tout le monde kiffe Halloween, et à un moment donné, le groupe arrive devant une maison qui ne semble pas éclairée. Étant donné qu'on vit dans un monde où tout le monde est addict au sucre, ils vont tout de même aller sonner, et après plusieurs essais, il y a rien. La personne ne répond pas, il y a aucune lumière qui s'allume, bref, tout le monde en conclut que soit il y a personne à la maison, soit qu'ils veulent juste pas fêter Halloween, ce qui est aussi possible. Finalement, tout le monde s'en va, et assez important à savoir, mais le père de Timothée, donc Ronald, il reste derrière le groupe. Finalement, tout le monde va se rejoindre vers une autre maison, et Ronald, il arrive un petit peu après, en expliquant qu'il a insisté encore un petit peu plus lourdement, et qu'au final, la personne, elle a ouvert, elle lui a donné des bonbons. Et coup de chance, mais il y en a un pour chacun. Du coup, il décide de les diviser entre tous les enfants et de continuer le trick or treating. Oh putain, le malaise. La soirée se termine assez tard et Timothée, il accompagne son père à la maison. Une fois posé tranquillement sur le canapé, Timothée il demande à son père s'il peut manger quelques bonbons et Ronald il décide de lui manager un petit peu le truc en lui faisant un petit paquet pour éviter qu'il déglingue tous les bonbons en une nuit. Timothée va donc monter dans sa chambre avec son petit sachet de friandises et commence à les manger en regardant un film d'horreur. T'as que 8 ans Timothée, attention le film d'horreur. Quelques minutes après que le film ait commencé, Timothée il commence à se sentir un petit peu mal. Il a l'impression d'avoir des maux d'estomac assez douloureux. Il sent direct qu'il y a un truc qui va pas et il fonce aux toilettes. En fait, il sent que ses muscles commencent à trembler et qu'il a absolument aucune force. Et quand il arrive dans la salle de bain, il s'effondre par terre. Son père, il entend directement qu'il y a un truc qui va pas et décide de monter pour aller voir son fils qu'il retrouve par terre, de la mousse qui sort de sa bouche. Son premier réflexe est évidemment de le prendre dans ses bras, mais Ronald remarque immédiatement que son fils est mort. Les médecins arrivent sur place assez rapidement et amènent Timothée à l'hôpital, mais vous vous en doutez, hein, il est trop tard. Le pauvre garçon est déjà mort depuis bien longtemps. Néanmoins, l'histoire ne s'arrête pas là. En effet, Ronald y reçoit un papier de l'hôpital qui est en fait du coup un rapport d'analyse. Et dessus, il y a écrit l'heure du décès, la date, plein d'infos, jusqu'à une ligne où il y a écrit cyanure de potassium. Je pense que vous savez tous exactement ce que c'est du cyanure. C'est une petite dose de poudre mortelle que les agents secrets ils gardent parfois. Et du coup, c'est une petite capsule qu'ils avalent quand ils se font capturer pour mourir sur le coup. Et du coup, cette poudre-là, Timothée, il en a ingéré une quantité suffisante pour tuer 2 adultes. La police va évidemment réquisitionner les bonbons de Timothée et ne tarde pas à comprendre que certains des bonbons qu'il avait contenaient effectivement du cyanure. Et heureusement, mais tous ses amis qui avaient aussi reçu des bonbons ne les ont pas mangés. Donc ils sont encore en vie. La nouvelle va tellement bouleverser les gens aux alentours que tous les parents ont retourné leurs bonbons à la police, donc ils ont reçu genre des kilos de friandises, de peur qu'un psychopathe ait essayé d'empoisonner tous les enfants de la ville. Sur la base des dires de Ronald, la police va commencer à faire le tour du quartier en essayant de comprendre ce qui s'est passé, et ils vont apprendre un truc
assez louche. Personne n'a vu Ronald venir chez eux pour trick or treat, ni récupérer les fameux bonbons à cette maison qui n'a pas ouvert sa porte. Étrange. D'autant plus que les seules friandises qui étaient empoisonnées, c'était les friandises que Ronald il avait données aux amis de son fils. Quelques temps plus tard, la police découvre enfin la vérité. Et autant vous dire que c'est juste inimaginable. Ronald a tué son propre fils. Et au passage, il a aussi tenté d'assassiner ses amis lors de la nuit d'Halloween. En fait, Ronald, il a vraiment acheté des bonbons, il y a mis du cyanure, et quand il a vu qu'il y avait une maison qui avait pas ouvert, il a pris sa chance, il a sorti les bonbons de sa poche et il les a distribués à tout le monde pour éviter qu'on remonte la trace jusqu'à lui. On apprendra par la suite que Ronald, il avait en fait demandé à plusieurs personnes où il pouvait se fournir en cyanure et quelle était la dose létale pour tuer quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'était son fils de 8 ans. En 1984, Ronald, il est exécuté en prison et se formera devant la prison une foule énorme de parents qui vont juste chanter Trick or Treat. Je vous assure que l'histoire est totalement vraie et je la trouve absolument sordide. Comment tu peux tuer ton propre gosse, quoi. Les amis, notre prochaine histoire, elle est un petit peu différente des autres parce qu'elle nous est racontée par Hayden. C'est faux, c'est pas du tout ça qui est différent. Ce qui est différent, c'est qu'il nous explique direct que son histoire, elle est paranormale et donc les fans de paranormal et de trucs étranges, vous allez être servis. Tout commence lorsqu'il emménage dans sa nouvelle maison. Il nous explique qu'un de ses premiers réflexes est d'installer une caméra qui pointe directement sur son entrée et qu'ensuite il va en rajouter une deuxième qui va directement être en face de chez lui. Donc en gros, il voit les passants et les maisons de ses voisins. Encore une fois, vous vous en doutez, mais c'est une caméra Ring et ça aura son importance, mais il nous explique que ça lui arrive souvent de se rendre sur l'application Ring pour en fait regarder les footages qui ont été tournés durant la nuit. Non pas qu'il ait spécialement peur, mais il est surtout très curieux. Et il nous dit que la plupart du temps, c'est juste des gens qui marchent ou ses voisins qui sortent leurs poubelles ou des livreurs Amazon. Un jour, Hayden il tombe sur un enregistrement pris par sa caméra qui est un peu étrange. Il le décrit comme étant une espèce de tache sombre qui se déplace de la gauche vers la droite sur son écran. Un peu comme si c'était un passant, sauf qu'on voit très bien que c'est pas un être humain. C'est plutôt une ombre. Il se demande alors si l'ombre ne vient pas juste d'un lampadaire ou de quelque chose devant sa maison, et effectivement, juste devant sa maison, il y a un lampadaire. Hayden il se dit donc que c'est sûrement ça l'explication, et il oublie ce qu'il vient de voir pour le reste de sa journée. Cette même nuit, Hayden il est réveillé par des notifications sur son téléphone. Il s'agit encore une fois de sa Ring qui lui indique maintenant qu'elle a détecté du mouvement devant sa porte. Hayden, assez curieux, il décide de regarder les footages et il en croit pas ses yeux. La même tâche apparaît devant son écran et semble se déplacer devant sa porte. Et après quelques secondes, elle va disparaître. Il explique qu'il n'y a pas forcément de visage visible, mais que la forme semble assez humaine et elle semble aussi regarder dans sa maison. Autant vous dire que sur le moment, Hayden y prend un gros coup de pression et le lendemain matin, il décide de retourner checker ce fameux enregistrement pour le partager avec ses proches. Sauf que là, il n'y a rien. Notre ami, il n'en croit pas ses yeux, mais il y a littéralement aucune trace d'ombre ou de quoi que ce soit de bizarre durant la nuit, et Hayden il comprend juste pas comment c'est possible. Hayden ce jour-là il va aller faire les courses et quand il rentre il va remarquer qu'il y a certains de ces objets qui semblent avoir changé de place. Il y a des chaises qui sont positionnées comme s'il y avait quelqu'un qui était assis dessus et il y a d'autres trucs qui ont bougé. Et les jours qui suivent, la situation, elle empire. Notre ami commence même à se demander s'il est fou ou s'il entend des trucs qui sont bel et bien réels. La nuit suivante, Hayden, il va bosser comme un chacal toute la journée et il nous dit que malgré son angoisse d'aller se coucher, il va juste tomber comme une masse sans même se rendre compte. Et il se réveille quelques heures plus tard. Il doit être environ minuit passé et il y a un bruit étrange qui provient d'une pièce de sa maison. Hayden, il flippe comme jamais et en essayant de se lever, il n'arrive pas. En fait, il est complètement bloqué et devant lui se tient une espèce d'ombre au visage complètement déformé qui lui monte doucement dessus sans qu'il puisse rien faire. Beaucoup d'entre vous l'auront compris, mais en fait Hayden il est en train de vivre une paralysie du sommeil. Il s'agit d'une expérience qui peut être très traumatisante où on est complètement bloqué et on voit une personne, souvent une figure assez grande et assez sombre, qui se tient devant nous ou dans un coin de la pièce. Et dans le cas d'Hayden, l'ombre elle se déplace sur son corps avant qu'il se réveille en nage de stress. Évidemment cette expérience l'a totalement tétanisé, mais c'est que le début des problèmes. La nuit suivante, Hayden il va faire une autre paralysie du sommeil, mais cette fois-ci, il y a un truc qui va être complètement différent. Durant son cauchemar, Hayden il arrive à se lever. Il marche un petit peu dans la pièce, et en face de lui, sortant de l'ombre, il y a littéralement un espèce de monstre difforme qui va rentrer ses mains dans sa bouche, qui va lui écarter la mâchoire et qui va rentrer dans son corps. Il nous décrit la sensation qu'il ressent sur le moment comme si la chose se répandait dans son ventre et remplissait tout son corps de matière noire liquide. Dégueulasse. Lorsque Hayden se réveille de sa paralysie, il court aux toilettes pour cracher parce qu'il sent qu'il a un truc dans la bouche et il nous dit que son crachat, il est noir.
Genre putain, le mec est vraiment en train de devenir possédé en live. Aiden il pense immédiatement à quitter sa maison, mais en manque de thunes, c'est juste impossible de racheter autre chose et de la vendre parce que ça lui prendra trop de temps. Du temps qu'il a tout simplement pas. À l'heure où je vous parle, Aiden il vit chez ses parents. On sait pas si ses cauchemars ont stoppé parce qu'il a quitté la maison ou si c'est parce qu'il a réussi à être possédé par la chose, on sait pas. Mais il nous dit que très régulièrement, il crache un liquide noir au réveil et qu'après avoir vu des médecins et des spécialistes, personne n'est en mesure d'expliquer à l'heure actuelle pourquoi ou d'où provient ce liquide. Et malheureusement, c'est comme ça que se termine son histoire. Il nous dit qu'il y a absolument rien d'autre qui s'est passé, mais qu'il comprend pas d'où vient ce liquide noir et qu'il n'arrive pas à trouver une explication rationnelle. Évidemment, on sait exactement ce qui s'est passé, hein. Aiden t'es possédé, ciao mon ami, je suis désolé. D'ailleurs, je rappelle que s'il y en a qui ont vécu des trucs paranormaux, n'oubliez pas de me les envoyer sur Instagram ou par mail, ou de les poster sur les réseaux avec le hashtag, pour que je puisse lire vos histoires et qu'on puisse choisir quelqu'un pour trouver cette fameuse maison hantée bordel. Les amis, on va passer à l'histoire numéro 6, qui nous est racontée par Maxime, et qui nous explique qu'elle s'est passée il y a 7 ans lorsqu'il était étudiant et qu'il avait du coup à l'époque 17 ans. Je précise que Maxime vient encore une fois des States et que son histoire, aussi rocambolesque qu'elle soit, est 1000 fois plus plausible là-bas. J'ai pas besoin vraiment de vous expliquer pourquoi. C'est les États-Unis en fait, hein, tout simplement. Et il nous explique que tout s'est passé dans la même journée. Donc très grosse journée pour lui. Pendant que ses parents étaient au travail, Maxime nous dit qu'il voulait un peu les aider avec les tâches de la maison et du coup il a décidé en fin d'après-midi d'aller au magasin et de faire quelques courses pour remplir le frigo pour leur éviter d'y aller le soir lorsqu'ils seront crevés de leur journée de travail. À ce moment-là de l'histoire, Maxime possède déjà une voiture et ne prendra pas les transports en commun mais va conduire simplement jusqu'au magasin. Et ce détail aura son importance. Arrivé au magasin, Maxime fait tranquillement ses courses, il arrive à la caisse pour payer, mais sans le faire exprès, il va taper avec son caddie dans celui de la personne devant lui dans la file pour aller aux caisses. Naturellement, Maxime il s'excuse, il explique qu'il a pas fait exprès et nous dit que le mec qui se retourne, il est assez spécial. Déjà le gars, il est immense. Il est aussi grand que large, assez âgé, et il a une grosse barbe blanche et surtout, il a un visage qui est pas du tout amical. Genre il a l'air complètement blasé et sans énergie. Et un autre détail très important, c'est que son caddie il est plein de couches pour adultes et de lait maternel. Autre gros problème pour Maxime, quand il regarde par terre, il remarque qu'il y a une paire de lunettes qui est complètement explosée et il comprend aussi qu'il a très certainement fait tomber les lunettes du monsieur en le frappant avec son caddie et que vu la carrure du mec, il va potentiellement déguster comme jamais. Maxime est super gêné et tout en s'excusant, il lui ramasse ses lunettes pour lui rendre et là le mec il finit enfin par lui parler. Il lui explique simplement qu'il voit très mal et que sans ses lunettes, il sera juste impossible pour lui de rentrer à la maison. Et Maxime continue à s'excuser, mais le mec le coupe directement et lui pose une question assez chelou. Il lui dit « Est-ce que t'es venu avec tes parents ?» Maxime, ne voulant pas envenimer la situation, il préfère directement dire la vérité et il lui dit qu'il est seul, ce à quoi le mec répond « Ah mais ça veut dire que t'es venu en voiture ? Donc t'as le permis. » Maxime ne voit aucun rapport, mais il lui dit que lui, il a effectivement le permis et une voiture, ce à quoi l'homme lui dit « Ok, ben t'as cassé mes lunettes, je peux plus conduire, tu vas me ramener chez moi. J'habite pas très loin, tu conduiras ma voiture, ensuite je récupérerai mes autres lunettes pour te conduire au magasin. » Maxime n'a évidemment aucune envie de le faire, mais il se sent tellement coupable d'avoir cassé ses lunettes et en voyant qu'il s'agit juste d'un homme âgé, il se dit qu'il craint pas grand chose et finalement il va accepter. Je ne vous cache pas néanmoins que durant le trajet, notre ami il se fait un peu dessus quand même, hein. Et en plus il se rend compte qu'il arrive dans une partie de la ville qu'il ne connaît absolument pas. Il est avec un étranger donc il ne le connaît pas, et puis le pire cauchemar de tout individu dans cette situation arrive, l'homme essaie d'engager une conversation. Je pense que ça c'était la pire partie du thread, je vous jure. Conversation avec un inconnu. L'homme il va lui expliquer qu'il aurait besoin que Maxime babysit son fils tant qu'il retourne au magasin chercher d'autres courses qu'il a oubliées à cause de cette histoire de lunettes. Notre ami n'a vraiment aucune envie de le faire, mais l'homme insiste lourdement et se sentant déjà mal d'avoir défoncé ses lunettes, il finit par dire oui à contre-cœur. Une fois arrivé à destination, Maxime nous dit qu'il arrive dans un quartier qui est assez pauvre et que l'appartement du mec en question se trouve genre au dernier étage d'un vieil immeuble genre limite désaffecté, ce qui le rassure encore moins. Et une fois arrivé dans l'appartement, Maxime nous dit tout de suite que son cœur, il s'arrête littéralement de battre. Lorsque l'homme ouvre la porte, l'appartement, il est vide. Genre, il n'y a aucun meuble, pas de cuisine, pas de déco ou de tapis, il n'y a absolument rien d'autre qu'un vieux canapé au milieu du salon avec des rideaux fermés. Et puis surtout, il est où le fils du mec ? Clairement là Maxime il se dit que c'est un gros piège et que le mec n'a absolument aucun enfant qui vit ici et l'homme lui explique alors qu'il doit aller voir son fils qui se trouvait en fait dans la pièce d'à côté et qu'il en aura juste pour 1 minute. Sauf que 10 minutes plus tard, le mec n'est toujours pas sorti. Maxime qui de base voulait se barrer mais qui devient en fait juste hyper curieux, il se demande mais qu'est-ce qui lui prend autant de temps et il décide juste d'aller toquer à la porte de la chambre sauf qu'il aura aucune réponse. Il ouvre alors la porte
Et effectivement, il y a un lit enfant. Sauf que dans le lit, il y a le mec que Maxime a ramené. Le mec est assis dans le lit et il répète en boucle « Donne-moi mon biberon ». Maxime il remarque aussi que le gars s'est mis en couche, genre vraiment comme un bébé. Et Maxime il tente de partir mais le mec il se lève et le rattrape tout de suite et il l'oblige à s'asseoir sur le canapé. Il va ensuite poser sa tête sur les genoux de Maxime, il lui donne un biberon et il l'oblige à le nourrir. Maxime il est dans un cauchemar, limite il croit qu'il va se réveiller tellement que c'est pas possible. Une fois le biberon donné, il sent une odeur horrible et le mec le regarde droit dans les yeux et lui dit « Change ma couche ». Pour Maxime, c'en est trop, il pousse le mec, il arrive à se lever d'un coup et avec l'adrénaline et sûrement beaucoup de chance, il arrive à tracer, il passe près d'une fenêtre et il a la chance qu'elle soit ouverte. Il sort par la fenêtre et comme on est aux États-Unis, devant les fenêtres en fait il y a souvent des cages d'escalier qui permettent de descendre par l'extérieur en cas d'incendie et Maxime il décide donc de se barrer par ces cages d'escalier. En passant devant l'une des fenêtres de l'appartement du mec, Maxime il remarque qu'il y a un autre lit enfant. Sauf que dans ce lit, il y a un corps en décomposition. Honnêtement, sur le moment, il nous dit qu'il le voit, mais il y prête même pas attention. Il descend de la cage d'escalier et il court aussi vite que possible à l'arrêt de bus le plus proche et il va devoir attendre un petit moment avant de pouvoir rejoindre sa voiture qu'il avait laissée au magasin et qu'il puisse rentrer chez lui. Jusqu'à aujourd'hui, Maxime nous dit qu'il n'a jamais parler de cette histoire à personne. Il n'a jamais appelé la police et il ne l'a tout simplement jamais raconté. Il reste évidemment traumatisé de l'expérience, mais il nous dit qu'il pense fortement que le corps qu'il a vu dans l'appartement, si il a vraiment bien vu un corps, c'est probablement celui du fils de l'homme qu'il a ramené chez lui. Il peut pas l'affirmer avec certitude, mais pour lui c'est la seule explication rationnelle. Et encore une fois, il n'est pas exactement sûr de ce qu'il a vu, mais en tout cas pour lui, c'est bien un cadavre d'enfant qu'il a vu. Cette histoire va malheureusement rester sans suite parce qu'il est hors de question qu'il retourne là-bas pour vérifier. Et c'est donc sur cette note assez étrange que se termine cette dernière histoire. Les amis, je suis hyper content des histoires qu'on a eues. Franchement, pour une fois, elles étaient vraiment toutes différentes. Elles avaient toutes vraiment une mécanique différente. Et le fait aussi de pouvoir intégrer Ring, et en fait, ça a vraiment donné une originalité aux histoires que je trouve vraiment stylée. Et en parlant de Ring, j'aimerais évidemment les remercier d'avoir sponsorisé la vidéo. Et je le répète encore, mais n'oubliez pas la chasse aux fantômes. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez a une petite histoire un peu flippante ou un truc qui lui arrive chez lui, vous connaissez la chanson, mais venez me le dire sur Insta, envoyez-moi un mail, partagez-le sur les réseaux sociaux avec le hashtag. Et ensuite, on élira l'un ou l'une d'entre vous qui aura la maison la plus hantée de France. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite évidemment un joyeux Halloween. Profitez bien avec votre famille ou vos amis, ou même en couple ou tout seul à regarder cette vidéo. Je vous souhaite de passer un excellent moment. Les amis, en attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Prenez soin de vous. C'était Juliano. Ciao.